Sans détour avec Élisane Pellerin. Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on reçoit Nevena Shankova, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal, pour nous parler des effets de la discrimination sur la santé physique et le vieillissement. On rejoint par la suite Amélie Durand-Lot, directrice générale de l'AQDI. Et on termine l'émission avec Francis Charrier, qui est co-directeur de recherche au Centre de recherche pour l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, pour parler d'insertion et emploi et de IA. Bonne émission. Bonjour, on commence l'émission avec l'étudiante au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal, Nevena Shankova. Bonjour Nevena. Bonjour Élisane. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'être avec nous. Donc, vous êtes chercheuse au Centre d'études sur le sexe, genre, l'austère et la résilience, qu'on appelle le César. Et vous êtes ici pour nous parler d'une étude que vous venez de publier sur les effets de la discrimination sur la santé physique et le vieillissement de la population. Oui, exactement. Pouvez-vous nous parler de la population qui a été étudiée et de la façon dont vous avez fait votre recherche? Oui, bien dans le fond, nous, on s'intéressait beaucoup à la population des personnes à diversité sexuelle et de genre. Et donc, on sait que cette population est vraiment plus à risque depuis longtemps de vivre des problèmes de santé mentale, du stress chronique, etc. Mais on s'est vraiment demandé dans le cadre de cette étude comment ça se traduit, ce stress-là, dans le corps. Donc, pour ce faire, on a mesuré ce qu'on appelle la charge allostatique. C'est un peu comme un index là, du stress chronique qui s'amasse dans le corps. Et c'est ça, on a mesuré la charge allostatique à travers nos participants là, qu'on avait séparés dans plusieurs groupes selon l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et vous aviez combien de participants? Au total, on avait 357 adultes là, qu'on avait recrutés de la région de Montréal. Quand même. Et au niveau de vos principaux résultats, qu'est-ce que vous avez pu voir au travers de cette étude-là? Premièrement, ce qu'on a vu, c'est que la discrimination s'inscrit vraiment biologiquement dans le corps. Donc, les personnes qui avaient vécu plus de discrimination dans leur vie avaient des niveaux plus élevés de charge allostatique. Donc ça montre vraiment que la discrimination, c'est pas quelque chose de psychologique ou d'abstrait. C'est vraiment quelque chose de mesurable là, qu'on peut mesurer dans le corps. Puis ensuite, ce qu'on voyait, c'est que les profils variaient beaucoup selon les sous-groupes LGBTQ. Donc, notamment, c'est les hommes cisgenres et transgenres qui montraient les plus hauts niveaux de charge allostatique. Et quand on regardait pour l'orientation sexuelle, c'était les hommes gays et bisexuels qui avaient les plus hauts niveaux. Donc, on remarque que vraiment les hommes seraient plus à risque, tandis que les femmes semblaient être moins à risque, là, avaient moins de grandes charges allostatiques. Et c'est une des premières recherches là, qui montre vraiment l'impact biologique de la discrimination sur le corps. Oui, exactement. Dans le fond, historiquement, la plupart des recherches se sont intéressées plutôt aux facteurs psychologiques, faisaient partie des questionnaires, mais nous, on voulait vraiment ajouter cette composante biologique-là et donc relier les questionnaires psychosociaux à cette dimension biologique-là qui est la charge allostatique. Et qu'est-ce qui vous a donné un indice comme quoi ça pouvait peut-être s'inscrire biologiquement, puis d'ouvrir finalement ce sujet-là, puis de demander des financements de recherche pour aller voir si c'était bien le cas? Mon directeur de recherche, Robert Paul Juster, lui, c'est vraiment sa niche. Dans le fond, ça fait des années qu'il s'intéresse à la charge allostatique et ça a été vraiment un pionnier dans ce domaine-là. Donc, quand lui-même était au doctorat, au post-doctorat, il faisait des études un peu similaires. Et donc, on a repris un peu la même méthode, mais cette fois-ci avec des plus grands échantillons, avec plus de biomarqueurs. Et pourquoi diriez-vous que les hommes sont plus à risque? Est-ce que ça a rapport avec la société là, qui
met les jeunes dans une situation où c'est plus difficile peut-être pour eux de s'exprimer ou plus difficile pour eux peut-être d'aller chercher de l'aide. Est-ce que vous voyez une corrélation avec vos résultats? Oui, je pense que c'est une hypothèse qui est quand même plausible. Tu sais, on sait que pour les femmes, il y a peut-être une plus grande acceptabilité sociale, une plus grande acceptabilité aussi au niveau de la fluidité du genre, de l'orientation sexuelle. Mais je pense que chez les hommes, il y a encore beaucoup de stigmatisation par rapport à ça. On sait aussi que les femmes vont souvent avoir tendance à s'affilier avec leurs amis, à discuter de leurs problèmes, de leur stress. Finalement, ça a sûrement comme effet de réduire le stress au final. Tandis que chez les hommes, ils ont tendance à plus garder ça pour eux, peut-être moins en parler dans leur sphère sociale. Et donc, c'est sûr que ça peut avoir comme effet d'augmenter le stress. Mais ça reste juste une hypothèse. Oui, peut-être aussi au niveau biologique, les hommes sont peut-être prédisposés à avoir un plus haut niveau de stress là, biologiquement aussi. Est-ce que c'est des pistes qui vont être explorées éventuellement? Oui, c'est ça. Dans les prochaines études, on aimerait s'intéresser spécifiquement au inflammaging, donc le lien avec l'inflammation. Donc, vraiment cibler des biomarqueurs qui seraient plus spécifiquement liés à l'inflammation et au vieillissement. Vraiment regarder ça. Puis aussi avoir plus des études longitudinales. Donc là, on a pris des mesures à un seul temps de mesure. Oui. Mais on aimerait ça faire créer une cohorte puis prendre des mesures à répétition là, sur plusieurs temps de mesure, plusieurs années, et vraiment voir ce que ça donne à ce niveau-là. Ce que ça montrerait, en fait, c'est qu'effectivement, les hommes seraient prédisposés là, génétiquement ou biologiquement à développer plus de stress. Oui, ben on va voir si c'est ce que ça a dit, mais c'est sûr que c'est une hypothèse, oui. Okay. Et en quoi ces résultats-là sont importants en termes d'impact sociaux sur la société? Ben, ce qu'on retient vraiment, c'est que la discrimination, c'est pas quelque chose d'abstrait, là, comme je disais tantôt, mais c'est vraiment quelque chose de concret, de mesurable. Puis je pense que si on veut vraiment réduire les inégalités de santé là, pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, ben il faut s'attaquer aux conditions sociales puis aux institutions qui causent qui produisent cette discrimination-là. Donc, pas seulement s'attaquer aux conséquences, mais vraiment aux causes mêmes là, de la discrimination. Et de votre côté, là, avec le centre de recherche, quels sont vos autres projets pour 2026? Avez-vous d'autres recherches en cours? Oui, ben en ce moment, j'ai commencé mon doctorat sur un sujet similaire, mais pas tout à fait pareil. Donc là, je m'intéresse au stress chez les couples et non pas chez les individus dont un ou les deux partenaires auraient des troubles mentaux graves comme la schizophrénie, la psychose, la dépression majeure. Mais encore une fois, je suis dans des populations là, diverses, LGBTQ et autres. Donc, ce serait intéressant de voir si au sein d'un couple, là, le fait d'avoir un trouble mental, que ce soit l'un ou l'autre des partenaires, est-ce que ça affecte le stress des deux, puis de quelle manière? Et vous dites que vous venez de commencer, donc l'étude en ce moment n'est pas encore commencée, c'est ce que je comprends? Exactement, ça va prendre quelques années. Oui, mais bon, ça prend toujours quelques années faire un doctorat, mais il faut commencer quelque part. Exactement, oui. Et puis au niveau des projets du César, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours en 2026? Ben c'est ça, ce grand projet STAR sur lequel j'ai fait de ma maîtrise, il est terminé, mais là, on risque de faire une deuxième phase dans laquelle, c'est ça, on veut créer une cohorte, donc faire revenir les mêmes participants une deuxième fois, prendre d'autres mesures, mais en même temps aussi prendre des nouveaux participants. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est sûr que c'est dans les projets à venir. Et en quoi le centre, en fait, quelle est la mission du centre? Pourquoi ça a été créé? Ce laboratoire, dans le sens, c'est pas un centre de recherche, c'est vraiment le laboratoire de mon directeur, mais c'est vraiment, on est un des premiers labos au monde à s'intéresser spécifiquement à des questions de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, mais dans une perspective biologique, là, très neurosciences, qui combine plusieurs approches. Et donc, c'est très novateur. Donc, ce que je comprends, c'est que toutes vos recherches se posent un peu dans ces eaux-là, là, c'est-à-dire au niveau biologique, au niveau des impacts biologiques pour les personnes qui ont de la diversité de genre ou de sexe. Exactement. On avait une autre étude il y a quelques années SexCode, qui s'intéressait vraiment plus aux différences au niveau de la cognition, donc selon les différents sous-groupes. Donc, il essayait de voir si, par exemple, les personnes non-binaires ou transgenres avaient des profils cognitifs différents ou similaires par rapport aux autres groupes. Donc, c'était très intéressant. Et est-ce que vous avez eu des résultats probants par rapport à ça? Oui, ben il y en a eu plusieurs, mais je vous dirais que c'est pas l'étude principale sur laquelle j'ai travaillé, donc ce serait mieux de parler à mes collègues sur ça, mais on avait eu des résultats
effectivement. On vous rappelle à ce niveau-là. Et pour vous, en fait, là, vous m'avez dit que vous étiez donc au doctorat, donc j'imagine que dans les prochaines années, vous allez particulièrement vous concentrer sur votre thèse. Exactement, oui. Et pour ce qui est du centre, vous avez dit qu'il y avait des projets en cours. Pour les personnes qui seraient intéressées à en connaître plus sur le centre d'études sur le sexe, genre l'AOST et la résilience, donc César, où est-ce qu'on peut aller sur Internet? Oui, dans le fond, il y a notre laboratoire s'appelle cesarlab.ca. C'est le nom du site Internet vers le site du labo. Puis vous pouvez trouver toutes les recherches en cours dessus. Il y a comme un petit bouton « Je souhaite participer » là, si vous êtes intéressé à participer à des recherches. On a également des fiches descriptives là, pour les projets. Oui, parce que vous cherchez toujours là, des participants, c'est-à-dire des gens qui répondent au profil recherché là, pour faire partie des études, là, pour vous aider à avoir des résultats. Là. Exactement, oui. Donc, tout ça peut se trouver sur notre site Internet. Parfait. Les gens qui sont intéressés pourront aller voir là, s'ils pourraient vous aider, là, s'ils répondent à certains profils dont vous avez besoin. Oui, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. C'était Nevea Shantova. Vous êtes étudiante au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal et chercheur au Centre d'études sur le sexe, le genre, l'aiostasie et la résilience chez César. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de cette étude. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Nous rejoignons maintenant Amélie Durand-Lot, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la déficience intellectuelle. Bonjour, Madame Durand-Lot. Oui, bonjour, Madame Pellerin. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. On part avec vous pour un sujet très précis, Madame Durand-Lot, qui est l'allocation offerte aux familles demanderesses d'asile qui a été coupée par le gouvernement du Québec il y a quelques semaines de ça, c'est-à-dire que les personnes qui étaient demandeuses d'asile avec un enfant en situation de handicap avaient droit à une petite allocation mensuelle pour aider à répondre aux besoins d'un enfant qui est en situation de handicap. Et on a su dans les dernières semaines que l'allocation a été coupée
aux personnes demanderesses d'asile. Oui, tout à fait. C'est une situation à laquelle la SQDI s'est beaucoup impliquée avec d'autres organismes communautaires, notamment là au sein d'une coalition, parce que c'est vraiment une décision qui dépasse l'entendement. Il y a énormément de répercussions sur ces familles-là, sur le terrain. Donc, concrètement, là, c'est à partir du 1er mars 2026 que à peu près 260 familles qui ont des enfants de besoins particuliers, des familles en demande d'asile, elles ont été informées juste avant les fêtes qu'elles ne recevront plus de suppléments destinés à couvrir les frais qui sont liés au handicap de leur enfant. Ça touche environ 300 enfants, mais je dirais au moins 300 enfants parce que depuis le 15 avril 2025, donc à peu près depuis une année de ça, le ministère de la Santé et des Services sociaux ne prend plus aucune nouvelle demande. Donc, ça touche beaucoup plus de familles là, que les 263 familles concernées. Et si vous faites partie du dossier, j'imagine que quand on parle d'enfants en situation de handicap, on parle d'handicap au sens large. Il y a aussi des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont des TDAH, des troubles du spectre de l'autisme et tout ça. Donc, on parle vraiment d'enfants là, outre que la déficience physique. Oui, c'est vraiment tout handicap confondu. Donc nous, en fait, on rappelle par cette action-là aussi, on est super sensible là, à la réalité des familles là qui voient ces versements-là coupés à partir de ce mois-ci parce qu'il n'y a pas de solution de rechange. En fait, les dépenses de ces familles-là, c'est pas accessoire, là, c'est vraiment des conditions, les enfants ont vraiment des conditions de base, puis ça permettait là, vraiment aux enfants de pouvoir se développer, de participer à la vie collective, d'être inclus aussi dans la société parce que ces enfants-là aussi, c'est les citoyens de demain. Là. Oui. Donc, pour nous, les raisons qu'on nous a évoquées tiennent pas la route. Là. Au niveau de la petite économie d'échelle qui va se faire, oui. Ça va coûter beaucoup plus cher de soutenir ces enfants-là devenus adultes s'ils n'ont pas le soutien dès la petite enfance. Donc, oui, le milieu du handicap est impliqué. Autant le milieu qui défend les droits des personnes là, en demande d'asile. Donc, vraiment, on s'est unis, ces deux milieux-là, oui. justement, pour dénoncer la situation parce qu'il n'y a pas de solution de rechange. C'est quand on a besoin de soutien en ergothérapie, en orthophonie. Parfois, c'est pour avoir couvrir des médicaments spécialisés, des orthèses, des fauteuils roulants, etc. Il y a des parents qui remettent en question le fait d'envoyer leur enfant à l'école. Donc, c'est vraiment très, très préoccupant parce qu'encore là, il n'y a pas d'autre solution pour ces familles-là. Et même le milieu communautaire n'est pas en mesure de pouvoir offrir ces solutions-là. Donc, on se retrouve devant des familles qui sont déjà, pour la plupart, dans une très, très grande précarité financière à la base. Là. Oui. Quand on est des familles en demande d'asile, on fait face souvent à des situations de plus grande vulnérabilité. Et là, ça ajoute cette coupe-là. Donc, oui, on la dénonce fortement. Et je pense qu'il faut expliquer ce que sont des demandeurs d'asile parce que peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît. Donc, les personnes demanderesses d'asile, c'est des personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons de sécurité. Donc, que ce soit parce que la politique du pays est mise en danger ou que ce soit pour des raisons de violence ou des raisons de discrimination face au handicap ou de discrimination pour d'autres raisons. Donc, ces personnes-là doivent quitter pour leur propre sécurité et arrivent ici et au niveau du droit international, on doit les recevoir ici et on se doit de protéger ces familles-là. Donc, vous le dites bien, là, c'est des familles qui arrivent avec très peu de choses parce qu'ils ont souvent quitté leur domicile à la va-vite là, et arrivent ici, ne peuvent pas travailler étant donné leur statut de demandeur d'asile, donc ils sont en attente d'un statut régulier. Donc, on a de la difficulté donc, à travailler, à subvenir aux besoins de base. Et là, par-dessus ça,